Bonjour à toi qui passe par là, on se retrouve pour un troisième topo lecture, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis super contente de te retrouver à nouveau et aujourd'hui on se retrouve pour 7 romans et un manga, mais comme j'ai lu 3 tomes, donc ce sera 3 mangas. On commence tout de suite. Alors, d'abord, je te présente Un pays de fantômes, qui est une utopie, écrit en 2014 par Margaret Killjoy, qui vient des États-Unis, et c'est aux éditions Argile. Ici, on y suit l'histoire de Dimos, qui est un journaliste. On lui demande de se rendre en Boronie, en pleine guerre, pour dresser le portrait d'un héros de guerre. Et donc, il doit se rendre là-bas pour l'interviewer, voir comment ça se passe et le mettre un peu à l'honneur. Alors, dans des circonstances que je ne vais pas vous raconter parce que sinon ce serait spoilant, il a l'opportunité de séjourner dans le camp adverse. Et dans ce camp, il apprend que les différents personnages proviennent d'un pays composé d'anarchistes. Voilà pourquoi évidemment on parle d'une utopie, puisque il aura l'occasion de confronter le système classique, les personnes qui viennent d'un pays, même s'il est imaginaire, mais d'un système qu'on peut connaître et qu'on peut retrouver de nos jours, avec un système qui est idéalisé et dans lequel les gens se sentent bien et mettent à l'honneur le pays dans lequel ils vivent. Alors, ici dans cette histoire, enfin en tout cas ce roman, j'ai trouvé que le style était très agréable, avec plein de petites touches d'humour. J'ai également trouvé qu'il y avait pas mal de réflexions intéressantes sur la religion, sur la guerre, sur le fait de comment se définir d'un camp ou d'un autre, si l'utopie était-elle possible, si un autre système était possible. Donc évidemment tout ça c'est très interpellant, c'est très agréable de pouvoir s'y pencher et d'ouvrir un petit peu notre vision, notre esprit à ces autres possibilités. Le personnage principal, Dimos, c'est très chouette aussi, il se remet en question, il est drôle, il est tolérant, donc c'était vraiment une bonne lecture. Et une très belle idée. Pour moi, il y avait quelques défauts. C'est un peu trop guerroyant. Donc, le roman est très court et on a beaucoup de scènes de guerre, mais pas très épiques, donc c'est un peu ennuyeux et pas très utile. Et ça prend quand même pas mal de pages sur l'entièreté du roman. Donc ça, c'est un peu dommage. Et alors, l'idée, évidemment, de créer une utopie et de pouvoir se dire, est-ce que voilà, ça, ce ne serait pas un peu la solution, ou en tout cas, est-ce qu'on ne devrait pas se pencher sur la question et essayer d'explorer les différentes valeurs mises en avant dans cette utopie. Ça, c'était très intéressant, mais j'ai trouvé ça un petit peu pas assez abouti. Voilà. On aurait pu aller un petit peu plus loin, parce que ça va un peu trop vite, c'est un peu trop facile que tout se passe bien quand certains petits ingrédients sont mis en place. Voilà, j'aurais voulu explorer un peu plus l'utopie pour un peu plus y croire, un peu plus être dedans et un peu plus me dire « Ah oui, effectivement, dans ces conditions, ça pourrait être jouable. » Voilà, ça n'en reste pas moins une bonne lecture que je te conseille. Ensuite, j'ai lu L'Anomalie de Hervé Letellier. J'en avais entendu parler depuis longtemps, il a obtenu le Goncourt. C'est aux éditions Gallimard. Alors, ici, c'est un roman choral dans lequel on croise un écrivain qui a écrit un livre qui se nomme L'Anomalie, un tueur à gages, une avocate, plein d'autres personnages. Et en fait, c'est un peu ce qui a péché, parce que le roman est assez court. On est sur 330 pages, je pense. Et pendant 132 pages, c'est important, on est vraiment beaucoup sur du descriptif et l'apprentissage, en tout cas la découverte de ces différents personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, j'en ai évoqué 3-4, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Donc, sur ces 132 pages, on ne fait que parler de ces personnages, de qui ils sont et dans quel contexte ils vivent. Ce qui est intéressant, sauf que comme il y avait beaucoup de personnages, on ne reste pas longtemps avec eux. Et donc, à peine on effleure leur vie, on apprend à les connaître et on s'y intéresse, qu'on doit passer à un autre personnage. Ce qui fait que, au final, c'est un peu chiant, on décroche assez vite et on n'a pas d'attachement pour les personnages. Ensuite, quand on passe ces 132 pages, on arrive enfin à l'anomalie, donc ça, on est content, sauf qu'il nous faut encore 60 pages pour explorer les raisons de cette anomalie. Et donc on est dans des réflexions un petit peu, alors soit physiques, soit religieuses, et j'ai trouvé
à nouveau que c'était pas très intéressant et qu'on s'y attardait un petit peu beaucoup. Alors, en plus pour la petite anecdote, si tu as regardé mon topo lecture précédent, j'ai parlé d'un livre que je n'avais vraiment pas aimé, qui était donc Disgrâce, et dans ce livre, eh bien, l'un des personnages met à l'honneur un livre en disant que c'est un chef-d'œuvre et il parle de disgrâce. Donc je me dis que peut-être ça ne pouvait pas le faire avec moi, l'anomalie. Mais donc pour revenir en tout cas à l'histoire, donc voilà, j'ai trouvé ça quand même assez long, avec pas beaucoup d'intérêt, beaucoup de longueur. Et c'est dommage parce que l'idée derrière l'anomalie, là je l'ai bien appréciée. Je trouvais ça intéressant, ce qu'on pouvait en faire, parce qu'il y avait un élément un petit peu d'imaginaire, peut-être on peut le qualifier de réalisme magique. En tout cas, là j'ai trouvé qu'on pouvait en faire quelque chose, mais finalement il restait peu de pages pour avoir les conséquences de cette anomalie, et les conséquences avaient un lien avec le psychologique des personnages, mais ça allait vraiment bien trop vite sur la fin, donc on ne pouvait pas aller assez en profondeur sur ce qui arrivait aux personnages et ce qu'on pouvait en faire. Donc pour moi c'était une lecture bof, mais je t'invite à te faire ton propre avis sur l'anomalie. J'ai ensuite, je suis passée à L'Art du meurtre, donc j'avais envie de revenir à un thriller. C'est écrit par Christelle Duchamp et c'est aux éditions L'Archipel. Ici, c'est l'histoire d'un meurtre d'un amateur d'art. C'est assez sanglant parce que d'entrée de jeu, on arrive sur un meurtre mis en scène et c'est mis en scène comme si c'était un tableau. Donc pour le coup, c'est assez intéressant et original parce qu'on a peu l'occasion de voir cette entrée en matière et d'avoir cette comparaison entre meurtre et art. Donc ici, ça c'est un point que j'ai fort apprécié. Le ton également est très singulier parce qu'on est à la première personne, on est dans le point de vue de la narratrice qui est la policière, donc ça aussi, c'est original. J'ai peu rencontré, je crois que c'est la première fois que je rencontre ça. Et la narratrice, elle a un ton vraiment particulier où elle parle de sa vie, de son travail, elle fait des blagues, on voit un peu ses déboires aussi, donc il y a une connexion, c'est assez déroutant et sympa. Donc ça, j'ai bien apprécié. Et puis la grande force du livre, c'est que c'est un vrai page-turner. Il y a un rythme effréné, beaucoup de dialogues, l'écriture est simple, donc ça se dévore, il y a 250 pages, même pas. Donc évidemment, on passe à un moment très très plaisant. J'ai été un peu déçue parce que la résolution pour moi arrive vraiment trop vite. On le sent, je trouve, avec le rythme effréné. On avance, on avance, on avance, et puis finalement, en quelques pages, il y a la résolution. Et il manquait un peu de cohérence dans cette résolution. Voilà, je trouvais que c'était un peu facile de résoudre finalement le meurtre comme cela. Donc c'est une bonne lecture, c'était très détendant et j'ai apprécié l'affaire, mais voilà, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai passé un très très bon moment. Alors ensuite je suis passée à une lecture contemporaine de la littérature japonaise avec Le Trou, aux éditions Christian Bourgeois et écrit par Hiroko Oyamada. Et ça a été traduit par Sylvain Chupin. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais Hiroko Oyamada a également écrit L'Usine. Et ce qui est assez particulier, c'est que ces deux courts romans traitent du travail et plus particulièrement de l'aliénation au travail. Ici, avec Le Trou, on est donc au Japon, hein, vous l'aurez compris. Le personnage principal, c'est Asahi, et son mari est muté à la campagne. Alors à la base, tous les deux travaillaient, lui en CDI et elle en CDD, mais puisque son mari est muté, elle doit démissionner de son CDD parce qu'elle sera trop loin de son travail et les trajets seront trop longs, donc ce n'est pas possible pour elle de garder son CDD. Ils emménagent dans la campagne, enfin en campagne, juste à côté de la maison de ses beaux-parents à elle. Et donc voilà, tout se passe bien, ils sont assez contents. Et puis, à un moment, elle fait des courses pour sa belle-mère et elle tombe dans un trou, elle voit un animal qu'elle ne connaît pas. Voilà, ça semble assez particulier, je ne peux pas te raconter la suite parce que, évidemment, c'est très court. On est dans un rythme assez lent, très psychologique, puisqu'on est encore une fois dans un récit à la première personne. On suit les pensées d'Asahi. J'ai bien aimé cette écriture parce que même si le rythme était lent, il n'y a aucun ennui. Il y a vraiment pas mal de réflexions et on est dans la vie d'Asahi au fur et à mesure des jours. Voilà. Et c'est très agréable de la suivre dans ses pensées, dans sa reconversion finalement, puisqu'elle ne travaille plus et elle doit combler ses journées. La résolution était très intéressante, mais sur 3 phrases.
Du coup, je trouvais que la thématique du travail, de l'aliénation, c'était, là encore une fois, c'était intéressant, mais j'ai eu l'impression qu'on aurait pu faire un petit peu plus aussi et de manière un peu plus creusée et fouillée, parce que finalement, on arrive assez vite sur la fin. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors, j'ai ensuite lu, dans le cadre du challenge, enfin du tour du monde organisé par F3 Lecture, je t'en avais déjà parlé. Ici, on est en Grèce, avec les enfants du Pirée, par Kostas Moursellas, aux éditions Cambourakis. Ça a été écrit en 1989 et j'ai lu que ça avait fait grand bruit en Grèce. L'histoire, c'est le narrateur du livre qui revient sur le récit de sa vie en compagnie de Louis. Louis, c'est un de ses amis. Ils vivent dans le Pirée, en Grèce. Le narrateur est un personnage qui est vraiment timide, froussard, plutôt bon élève, qui fait ce qu'on lui demande. Alors que Louis, c'est vraiment tout l'inverse. Lui, il a une vie aventureuse, il est débauché limite, même totalement. Le narrateur est un peu le faire-valoir de Louis, qu'il admire et qu'il suit dans tous ses coups, mauvais ou bons. Le narrateur nous raconte les petites histoires qui ont ponctué leur relation et on est clairement dans ce récit un peu d'apprentissage. J'ai fait pas mal de parallèles, enfin, en lisant en tout cas, plusieurs livres me sont venus à l'esprit. Déjà La femme de Gilles, parce que ici, pour moi, on aurait pu rebaptiser le livre L'ami de Louis. Ensuite, j'ai beaucoup pensé au Grand Maulne, avec ce personnage qui a une grande admiration pour son copain et qui l'admire. Et enfin, j'ai pensé aussi à La ville des chiens, parce que ils étaient le narrateur écrit son livre et revient vraiment sur les différents épisodes qui ont marqué sa vie, mais lui et son ami, principalement. On a peu de moments avec le narrateur. C'est pas sa vie qui est mise en lumière. On comprend très vite et on est très vite avec lui et comment il a vécu les différentes histoires, situations qu'il a vécues avec son ami. Donc voilà, c'est assez particulier parce que on voit très vite que ça ne se centre pas sur lui. Et donc ça, j'ai trouvé agréable et assez intéressant. Je trouve par contre qu'il y avait beaucoup de personnages. Alors on est avec un perso, enfin en tout cas un grand nombre, un groupe de personnages. Et puis quand on arrive à les apprécier ou pas, mais quand on arrive à les connaître et à comprendre un peu qui ils sont et quels sont les liens avec les personnages principaux, eh bien l'histoire, la situation se clôture et on passe à une autre situation. Ce qui fait qu'on sort vite et on doit à chaque fois revenir. Et moi, ça m'a un peu, parfois perdu parce qu'il faut d'abord arriver à comprendre et puis après, ça me sort de la lecture et il faut revenir. Et ça, j'ai pas trouvé ça très agréable. Ensuite, les situations vraiment se renouvellent et n'étaient pour le coup pas très intéressantes parce que souvent, les deux personnages se retrouvent avec des amis ou bien des personnages qu'ils viennent de rencontrer. Il y a dans le groupe une ou plusieurs femmes et systématiquement, ils vantent la beauté ou critiquent la beauté, ont envie d'avoir des relations sexuelles avec elles et puis y arrivent ou n'y arrivent pas. Et puis voilà, l'histoire se clôt. Je caricature un peu, mais on n'en est pas loin. Et donc j'ai trouvé finalement que ça devenait un peu longuet et très très répétitif. Il y avait beaucoup de sauts dans le temps, donc ça il faut un peu s'accrocher aussi pour comprendre et saisir le fil de l'histoire. Donc voilà, ça c'était pas génial. Et puis je pense que j'aurais pu en apprendre un petit peu plus sur le contexte, les codes et la politique de l'époque en Grèce, mais il n'y a pas énormément d'explications, donc ça, je suis peut-être passée à côté de certaines choses et j'ai pas tout compris. Donc voilà, ça c'est dommage, j'aurais aimé avoir des clés. Il faut vraiment faire le pas pour apprendre et aller s'intéresser sur la question pour en apprendre davantage. Le langage est courant, ça tourne même au familier avec des insultes, donc voilà, à certains moments j'appréciais pas forcément parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire d'aller autant dans les insultes. J'aime quand le langage est authentique et qu'on est proche du langage des personnages, mais parfois ça vire au désagréable quand c'est à l'excès.
Voilà, alors j'ai trouvé ça longuet, mais heureusement la fin rattrape, même si la morale était un peu prévisible vu les héros de l'histoire. Voilà, mais je suis contente d'avoir fait cette découverte, je crois que c'est un classique des romans grecs. Je te conseille de te faire ton avis par toi-même. Je passe ensuite au manga, et là j'ai lu les tomes 8, 9 et 10 de Solo Leveling. C'est Dubu et Shugong aux éditions K-Books. Voilà. C'est un shonen, on y suit Jinwoo, qui est un jeune homme réservé, renfermé, peu sportif, peu sûr de lui, dans le premier tome évidemment. Il découvre à un moment que je ne vous explique pas, mais qu'il peut se téléporter dans un jeu. Et l'expérience et les niveaux qu'il obtient, eh bien, sont connectés avec la vie réelle. C'est-à-dire que ce qu'il acquiert dans le jeu, son expérience et son niveau qui évolue, eh bien, ça se répercute et ça se reflète dans le monde réel, le monde dans lequel il vit. Ici, bon, on est dans un univers qui est du Japon, mais complètement imaginé, puisque dans ce monde, il y a des portails qui s'ouvrent avec des monstres, de l'argent à gagner, et donc des guildes qui se forment pour pouvoir aller tuer des monstres et défendre les habitants. Parce que si jamais le portail s'ouvre totalement, les monstres, évidemment, s'infiltrent dans le monde réel, donc il y a un enjeu pour la sécurité, mais il y a également un besoin d'argent, des compétitions entre les guildes, des rapports de force. Voilà, il y a tous ces enjeux-là aussi. Évidemment, le perso, vous l'aurez compris, monte en puissance, et plus on monte en puissance, plus il y a de la tension aussi. C'est pour moi un shonen qui a été très très efficace, qui reste efficace, je ne me lasse pas de le lire, c'est très rythmé, il y a du mystère par rapport surtout au personnage principal, par rapport à son père, par rapport à l'origine de ce pouvoir entre guillemets. La lecture est donc très sympa, très énergique et très détendante. Le perso en plus est très cool, il est très, très fort, sans y toucher, il reste son côté aimable et attentif aux autres, même si il est parfois déconnecté de la psychologie des gens. Mais il est très fort et on le suit avec grand plaisir. Donc ça, c'est un manga divertissant que je te recommande. La lecture suivante, c'est Les secrets de la femme de ménage. C'est un tome 2, ça a été écrit par Freda McFadden et c'est aux éditions, je ne les retrouve pas tout de suite, City. Et ça a été traduit de l'anglais par Karine Forestier. Ça a été écrit en 2023, c'est très récent. C'est un thriller, on est sur le tome 2, donc je ne peux pas t'en raconter beaucoup. Mais c'est l'histoire de Millie, qui est femme de ménage et qui était également dans le tome 1. De par son métier, femme de ménage, elle s'infiltre dans le quotidien des familles chez qui elle fait le ménage, et donc elle y voit les dessous de l'intimité et de la vie des gens. En parallèle de ça, Millie elle-même n'est pas toujours en tout cas n'est pas ce qu'elle prétend être, et elle a un passé qui n'est pas si blanc que ça. Alors le ton est très léger, il y a beaucoup d'humour, c'est encore un roman à la première personne, je crois que c'est ce qui caractérise un petit peu mes différentes lectures. Et donc on est dans les yeux de Millie, et donc ça nous rend proche du personnage, c'est divertissant. Ce que j'ai reproché par contre au livre, c'est qu'il y a les mêmes ficelles que dans le tome 1, même s'il y a beaucoup de rebondissements, certaines choses étaient assez prévisibles, et parfois c'était un peu gros. Comme il y a pas mal de rebondissements, ça reste vraiment plaisant et détendant, et c'est pour ça que la lecture m'a été agréable, mais je ne l'ai pas trouvé très très bon, en tout cas moins bon que le premier. Voilà, mais quand on a lu le premier, on a envie de savoir ce qui arrive à Millie, donc c'est pour ça que j'ai fait cette lecture, et je n'en suis pas non plus insatisfaite, mais je n'ai pas trouvé ça terrible. Encore une fois, je t'invite à le lire, et puis voilà, tu me diras ce que toi tu en as pensé. La dernière lecture que j'ai faite en janvier, c'est La Marque. C'est un roman de Frida Isberg qui est islandaise et ça a été
écrit en 2021. Ici, on n'est pas sur une utopie, à l'inverse, on est dans une dystopie. Et donc là, l'idée, c'est d'être dans une société qui a changé, qui a un autre système que celui qu'on connaît, et qui finalement n'est pas l'idéal pour la société ou certaines personnes qui vivent dans ce monde à ce moment-là. L'histoire, c'est que pour être en politique, dans un premier temps, il faut passer et réussir un test d'empathie. Ce test a été élargi au plus grand nombre et donc, pour pouvoir obtenir un logement, pour pouvoir avoir un emprunt, eh bien, il faut également passer ce test d'empathie. Là, je vous le dis, c'est assez clair, mais l'un des points négatifs de ce livre, c'est que ça a été très confus toute la première moitié du livre. C'est aussi un roman assez court. Il faut vraiment s'accrocher, il y a pas mal de personnages. Je conseille d'ailleurs de noter le nom des personnages parce que ils sont islandais, donc il faut s'accoutumer aussi aux sonorités des prénoms et des noms qui sont utilisés. Et les personnages s'enchaînent. En plus, il y a une non-connaissance au début de la marque, c'est logique, je pense que c'est vraiment totalement voulu, mais c'est très déstabilisant et je trouve que c'est fait de manière assez confuse et donc il faut s'accrocher parce qu'on ne comprend vraiment pas grand-chose au début, mais petit à petit ça se met en place. Donc voilà, c'est négatif parce qu'il faut tenir, c'est positif parce qu'on comprend que c'est voulu et qu'à la fin, évidemment, on comprend. Au-delà de ça, moi j'ai trouvé que c'était une fin qui était intéressante parce que ça ouvrait le débat. Et c'est intéressant parce qu'on est sur des dimensions psychologiques, puisque l'empathie, évidemment, c'est un terme qu'on reprend beaucoup en psychologie, et ça j'ai trouvé très original, parce que c'est rare de mettre ça en avant dans une dystopie. Parce qu'à la base, l'empathie, c'est positif, et je pense que c'est une condition sine qua non, c'est un prérequis à la communication et aux relations qu'on peut avoir avec les autres. Et ici, c'est très particulier parce que le récit montre comment une bonne idée, comment une chose positive peut finalement être utilisée à l'extrême et ne plus être positif. Ou peut-être pas toujours, ou en tout cas, c'est à questionner. Ce sujet donc que j'ai beaucoup aimé, ces réflexions que j'ai particulièrement appréciées, auraient pu être creusées encore une fois davantage. Mais sinon, c'est une lecture que j'ai également apprécié. Et je crois que c'est un peu le sentiment sur lequel je reste de ces dernières lectures de janvier. C'était pas mal, mais voilà, j'ai vraiment pas eu de grands coups de cœur ou de grands plaisirs. Ce sont pas des conseils, je ne te les conseille pas chaleureusement, mais je te les conseille pour que tu puisses te faire ta propre opinion sur les livres et peut-être qu'à toi, ils te plairont, donc, et c'est ok, évidemment. Pour terminer ici, j'espère que tu as pris plaisir à écouter ce topo lecture. N'hésite pas à me faire les commentaires que tu souhaites, me dire si l'un des livres, néanmoins, t'a donné envie, ou bien si tu l'as lu, que tu l'as apprécié, ou si tu partages mon avis. Je suis intéressée et je crée vraiment cette chaîne pour les échanges. Voilà, si tu es resté jusqu'ici et que tu as envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Voilà, que le plaisir de lire soit avec toi.